déterminants de l'observance avant d'agresser Pascal Poncelet. Alors donc, les déterminants classiques de l'observance, en fait, il y a 4 groupes. Il y a donc le patient, sa pathologie, les professionnels de santé, c'est-à-dire vous, les kinésithérapeutes, les psychologues, tous les gens qui sont autour en termes de santé, et puis il y a le traitement. Donc en fait, il y a 4 acteurs. Alors, le patient, là, c'est le sportif, c'est pour ça que j'ai souligné le fait que, eh bien, il avait des caractéristiques physiques et cognitives et psychologiques qui étaient très importantes. Après, sa pathologie, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y a le sujet qui peut-être sent peu de choses, donc il est peu adhérent à l'éventualité de changer les choses et de prendre donc un traitement. Et puis il y a ceux qui perçoivent des événements, des choses désagréables, et surtout ça dure depuis un certain temps. Les professionnels de santé, communiquer, il en restera toujours quelque chose, savoir suivre les gens, et puis le traitement, il faut évidemment qu'il soit à la fois toléré et pris. Alors là, je vous ai mis une petite diapo personnelle, donc elle est bonne, pas bonne, ça sera à vous de juger, pour passer en fait de l'adhésion du sportif à l'observance du patient. Et c'est vrai que si le médecin ou l'autre thérapeute ne connaît pas le sport, ne connaît pas la compétition, on va déjà avoir du mal à faire adhérer. Et après, il faut comprendre la personnalité et la motivation du sportif. C'est un être unique, et puis donc il faut comprendre comment il fonctionne, celui-là et pas l'autre. Il va falloir objectiver. Le sportif, finalement, quand vous lui montrez qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas, vous lui montrez, il faut essayer d'objectiver les choses. Et c'est vrai que les images, c'est pratique parce que même avec quelques neurones en moins, on peut voir qu'une image, elle est modifiée. Donc, objectiver les choses. Pareil, un trouble du rythme, si on peut montrer le trouble du rythme, c'est mieux. Après, il faut expliquer pourquoi c'est bien. Alors pourquoi c'est bien? Alors là, c'est bien de traiter le sujet parce que ça va lui permettre de poursuivre, voire ça va lui permettre d'avoir de meilleures performances que celles qu'il aurait s'il ne prenait pas de traitement. Être très simple, puisque plus un traitement est simple, plus il est observé, il faut aussi montrer que ça marche. Alors, de nouveau, pouvoir montrer les choses, écouter évidemment, adapter si nécessaire, et respecter les capacités physiques, c'est surtout ce qu'il vous demande, mais ce n'est pas toujours possible. Alors donc, on va passer à l'hypertension artérielle, ce sujet bénigne et donc ce tueur silencieux. Alors, donc l'hypertension, fait un sportif qui va bien, qui a peu de facteurs de risque, vous prenez sa tension, vous lui découvrez l'hypertension, il lui dit mais qu'est-ce qui vient mon verdier, pourquoi ma tension, c'est pas grave, je suis sportif. Oui, mais on sait que l'hypertension, il faut s'en occuper, dans certaines limites, parce que sinon, ça va avoir des dégâts. Alors déjà, on a un élément pour lui montrer que finalement, être hypertendu, ça a pour conséquence une baisse des capacités. C'est vrai que quand on est hypertendu, on a moins de capacités qu'un sujet qui n'est pas hypertendu, pas vrai François Marsan. Alors là-dessus, en fait, on comprend mieux, c'est quand on s'intéresse à la physiologie. C'est que tout le monde pense à hypertension artérielle, les gros vaisseaux, l'aorte, la radiale, la machin, mais non. En fait, l'hypertension, les résistances, 80% sont faites par des vaisseaux de moins de 150 microns. Et qu'est-ce qu'il y a dans les muscles? Il y a des tout petits tuyaux. Donc, moralité, on va expliquer aux sportifs que c'est très mauvais pour lui de rester hypertendu. Et donc, à ce moment-là, je vais m'en faire un allié. Parce qu'il espère, évidemment, qu'en perfusant mieux son muscle, par dilatation, à ce moment-là, ça ira mieux pour lui. Alors, il y a quand même quelques données dans la littérature, j'étais très étonné parce que finalement c'est très peu analysé à l'observance du sportif, mais il y a quand même quelques petites choses simples. Donc évidemment, il va falloir choisir une classe thérapeutique pour cette hypertension artérielle, et là vous voyez que la compliance, l'observance est fonction de la classe qu'on va choisir. Vous voyez aussi qu'il faut toujours essayer d'être en monoprise, puisque là l'observance est nettement meilleure. Évidemment, essayer de diminuer les effets secondaires. Et puis, c'est fonction des facteurs de risque associés. Et là encore, je rappelle que plus les facteurs de risque sont nombreux, meilleure est la compliance, parce que le sujet a plusieurs marqueurs du fait que. Après, il y a d'autres facteurs, évidemment, l'environnement social, c'est sûr qu'il vaut mieux être bien entouré que seul. Encore que certains disent que mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'autre. Les troubles du rythme. Alors, les troubles du rythme, deux situations simples. Soit ils sont symptomatiques, alors là, ça fait peur, ça fait mal, il a peur, il a
va être observant, soit il est asymptomatique. Alors là, c'est très très difficile parce que soit il voudra pas, il en aura du mal, on va avoir des conflits. Encore une fois, essayer d'objectiver les choses, lui expliquer, l'éduquer et profiter de la confiance que l'on a en réciproque pour avancer. Alors, quand dans des troubles du rythme, on va arriver à un moment ou à un autre à évoquer la fibrillation auriculaire, qui est fréquente selon certaines études chez sportifs, et puis, eh bien, est-ce qu'on devrait prendre des anticoagulants ou pas? Là, c'est un vrai problème chez le sportif, pour un certain nombre de sports, pour l'image, pour le risque, enfin, vous connaissez tout ça. Bon, là, vous avez des scores classiques, et vous voyez que finalement, quelqu'un qui est hyper tendu, qui a 65 ans, en FA, même s'il va très bien, même s'il est asymptomatique, normalement, il va falloir mettre des anticoagulants. Alors évidemment, en regard de cela, eh bien, il faut prévenir les saignements, puisqu'il y a des moments où il pourrait saigner. Alors donc là, il y a des scores que vous connaissez, vous ne connaissez pas. Il y en a un qui est assez simple maintenant, qui vient de sortir cette année, donc c'est peut-être pas mal de s'en servir. Et je vous rappelle quand même que dans le passé des dames, il y a souvent des antécédents d'anémie. Et puis la fonction rénale des sujets, elle a une décroissance qui est variable d'un sujet à l'autre. Donc surveillez bien ces éléments-là, mais il va falloir, chez un certain nombre de sujets, passer aux anticoagulants oraux directs. Vous avez pour cela, pour vous aider, donc des recommandations, et donc là, vous allez petit à petit vous extraire, dans ces cas, du fait que vous êtes un cardiologue du sport ou un médecin du sport, pour devenir un vrai cardiologue pur et dur qui va gérer une FA, donc selon les recommandations. Donc là, petit à petit, c'est une vraie pathologie, on va la gérer en tant que professionnel cardiologue. Alors, si je veux résumer donc les trois grands cas qui posent problème pour l'observance, et donc aider à simplifier les choses, donc dans l'hypertension artérielle, essayer de respecter la performance évidemment. Une monothérapie en monoprise, c'est l'idéal. On a vu vasodilatatrice, c'est encore mieux. S'il faut une bithérapie, évidemment, attention au dopage, il faut les AUT, évidemment, si nécessaire. Les troubles du rythme, pour la FA, en fait, je n'ai pas voulu entrer dans le sujet jeune, sujet âgé, mais évidemment, je parlais plutôt du sujet mûrissant, du vétéran, et non pas du sujet jeune, on va ablater. Alors, parce que je préviens les remarques que pourraient faire certains sur le sujet jeune sportif de haut niveau. Alors après, il faut montrer qu'on est efficace, toujours. Donc ça veut dire surveiller, ça veut dire objectiver. C'est créer l'observance, c'est dialoguer, c'est donner des éléments, c'est renforcer. Encore une fois, c'est comme dans un couple, il faut savoir cultiver la relation. Évidemment, s'il y a une vraie cardiopathie derrière tout ça, là on n'est plus dans l'observance d'un sportif, on est dans l'observance d'un patient. Et donc, comme je l'ai mis en bas, finalement, c'est un sujet porteur d'une maladie qui pratique des activités physiques. Alors, conclusion pratique. Donc, le sportif compétiteur, c'est lui qui est le plus malheureux quand il découvre qu'il a quelque chose. On va essayer de respecter la performance, mais les recommandations. On va évidemment éviter qu'il soit positif dans les dopages. Et alors, je vous conseille vraiment de tracer la prise en charge thérapeutique et de le marquer même sur les certificats, parce que si le sujet ne prend pas ses médicaments et qu'il arrive quelque chose, on viendra quand même peut-être vous demander, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous le laissiez, je savais qu'il avait quelque chose. Donc je vous conseille, comme pour les questionnaires, à la fin donc, des consultations, de bien noter tout ce que vous avez dit, et au besoin, si vous sentez que la psychologie est borderline, de faire signer les choses. Le non-compétiteur, lui, il est plus mesuré par définition. Certains me disent que le compétiteur est par définition inobservant, ou alors s'il est observant, c'est par excès. Après, il y a la relation que vous avez avec ce sportif. Et donc, elle est très très personnelle. Il faut savoir que vous êtes un interlocuteur vraiment privilégié. Il faut l'avoir créé cette confiance, mais ne jamais oublier qu'il s'agit d'un patient. Et le but, c'est l'observance, donc c'est de tirer tous ensemble dans la même direction et surtout de façon synchrone. Je vous remercie.
vous avez des questions pour Jean-Claude vis-à-vis de la gestion des sportifs, pas toujours très raisonnable, pas toujours très compliant. Bon, des peut-être dit. On va passer au topo suivant. Merci Jean-Claude. Donc Nima, maintenant on va venir nous faire un petit WhatsApp donc, sur les. Enfin, si il ne dérange pas la presse. Mais un petit WhatsApp donc sur les dernières publications écoulées depuis le congrès de Montpellier. Nima, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous faire une petite revue des tendances 2015 sur la cardiologie du sport, sans rentrer dans le détail à l'aide de quelques exemples. Déjà quand on reprend sur PubMed les différents articles qui ont été publiés entre Montpellier 2014 et Bordeaux 2015, il y a à peu près 500 articles si on tape cœur et athlète. Après on peut taper différentes choses, on tombe globalement sur les mêmes articles avec différentes références. Cœur et athlète c'est plutôt pas mal. Donc la plupart des recommandations sont toujours sur les mêmes thèmes, le ventricule, la liste des non-contre-indications, et aux surprises, hier soir, avant-hier soir plutôt, je me dis que je vais quand même regarder les dernières sorties, et je tombe sur quoi? Sur les nouvelles recommandations. Pas de la société européenne, puisque j'avais fait initialement dans mon topo un fake en disant que les européennes étaient sorties, mais comme dit François, forcément les Américains passent toujours devant, et en effet, l'AHA a sorti une nouvelle recommandation vis-à-vis de la pratique du sport. Donc,